C'est qu'il n'y a aucune perspective d'avenir, il n'y a aucun plan. Simplement le plan de continuer de cette façon. Il y a, depuis la création de l'État d'Israël, un problème israélo-palestinien et il faut rechercher ce qui est l'intérêt de l'État d'Israël. L'intérêt de l'État d'Israël, c'est de résoudre ce problème. On a mis une dictature en place en Judée-Samarie avec Abou Mazen, qui n'est pas réélu. On a mis en place une dictature dans la bande de Gaza. C'est complètement immoral. Ça a été fait de manière sciemment faite, peut-être sans bien percevoir les conséquences. Ça, c'est impossible. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème, j'allais dire, l'un des dossiers stratégiques et sécuritaires parmi les plus épineux qu'Israël traîne comme un boulet depuis des décennies. Quel avenir pour la bande de Gaza? Avec nous dans le studio pour en parler, le docteur Ephraim Herrera, qui est spécialiste de l'islam, auteur entre autres de l'ouvrage qui s'intitule Du djihad de la théorie aux actes, qui est paru en avril 2015, et aussi qui est intervenant sur de nombreux sites internet israéliens comme Ynet, et aussi sur des chaînes de télévision comme Arutz Knesset. À ses côtés, je veux dire en face de lui, le professeur Ilan Greif-Samer, qui est professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan, et lui aussi auteur de nombreux ouvrages sur la société et la scène politique israélienne. Alors, on rentre, si vous voulez, tout de suite dans le vif du sujet. Après le dernier round d'affrontements armés survenu, on s'en souvient, entre le 9 et le 13 mai dernier, entre Israël et le djihad islamique de Gaza, il faut rappeler que c'est une milice qui est terroriste, qui est financée et entraînée par l'Iran, et malgré le cessez-le-feu qui est intervenu, donc après ces 5 jours d'affrontement, le 13 mai dernier, on a l'impression assez pénible, je dirais, de déjà-vu, comme si ces affrontements sporadiques, lors desquels, d'ailleurs pour la deuxième fois, le Hamas qui gouverne à Gaza n'est pas intervenu, eh bien on a l'impression que ces affrontements ont vocation à se répéter sans cesse. Et ma première question pour aborder ce sujet, est-ce que c'est votre sentiment, Ilan, du déjà-vu et du répétitif? Oui. D'abord, tout à fait, c'est du déjà-vu, c'est du répétitif, et la véritable question qui se pose, c'est quid de l'avenir? Et malheureusement, je pense que le gouvernement actuel et la droite israélienne en général, et même peut-être d'autres segments de la société, pensent que ça va continuer comme ça. Et quand on leur demande « Et quelle est votre solution, votre pronostic pour l'avenir ?» Eh bien, c'est de continuer de la même façon. C'est-à-dire, ce qu'on appelle en anglais « manage the conflict », c'est-à-dire, on va continuer comme ça. C'est-à-dire, chaque année, faire une opération militaire dans la bande de Gaza, arrêter des terroristes en Cisjordanie, et vous posez la question, oui, mais après, c'est ce que vous préparez pour nos enfants, nos petits-enfants? Oui, c'est ça, il n'y a rien d'autre. C'est ce qu'il y aura dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, quand vous dites c'est du déjà-vu, j'emploierais même une expression certainement plus forte. Enfin, je veux dire, c'est la continuation en disant, eh bien, on continuera comme ça, éternellement jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Ephraim Herrera? Oui, mais je voudrais apporter quand même une petite correction. C'est aussi la conception de la gauche, de facto, d'ailleurs avec les accords d'Oslo, qui en fait, il faut se rappeler que le Hamas est arrivé au pouvoir à Gaza en 2 étapes. La première étape, quand il a été soutenu, alors que la gauche était au pouvoir à la fin des années 80, comme contrepoids à l'OLP, pensant que les frères musulmans, dont la politique est de s'occuper de la base, du basement, pour ensuite... Social, pour ensuite, contrairement au djihad islamique, qui lui pense qu'il faut directement faire un combat armé sans s'occuper de social. Donc on les a utilisés comme contrepoids en ne comprenant pas la base djihadiste des frères musulmans, depuis Hassan el-Banna, Saïd Qutb, etc. Et en deuxième étape, avec les accords d'Oslo, et l'arrivée en masse de terroristes qu'on a fait revenir de la bande de Tunisie,
Et ensuite, avec la libération de prisonniers, je rappelle que Yahya Sinwar, qui dirige aujourd'hui le Hamas, est un des prisonniers qu'on a libérés. Et donc, finalement, on a mis au pouvoir ce Hamas. Je me rappelle en 2006 avoir discuté avec des dirigeants en leur disant « Mais attendez, vous faites des élections libres, le Hamas va passer. » On m'a dit « Mais non, ce sera le Fatah. » Donc, en fait, on les a mis en place. Et la politique israélienne, depuis, a toujours été « On ne touche pas aux têtes politiques du Hamas. » Jamais. Le plus qu'on a fait, c'est justement maintenant, on a commencé à toucher les têtes militaires uniquement du djihad, et pas du Hamas. Alors qu'on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font, et on dit que la peur est toujours le modèle. Et alors, quelle serait l'alternative ? On va démettre le Hamas, on va le démanteler. Alors, qu'est-ce qui va venir ? Le djihad islamique, il va venir l'État islamique, etc. Comme s'il n'y avait pas de solution. C'est-à-dire, il y a une vue pessimiste et négative des musulmans dans la bande de Gaza, de manière générale, tant dans la droite que la gauche. Alors, non, justement, oui. Parce que je suis d'accord, en tout cas, sur une chose, à savoir que cette conception selon laquelle il faut continuer comme cela a été également la conception de la gauche, pas seulement de la droite, et que sous la gauche, par exemple sous Yitzhak Rabin, il y a eu la continuation de la même politique en général. Et le problème de cela, c'est qu'il n'y a aucune perspective d'avenir, il n'y a aucun plan, simplement le plan de continuer de cette façon indéfiniment. Mais alors justement, ça m'amène un peu à ma deuxième question à vous deux. Donc pour la deuxième fois aussi, Israël a prétendu avoir remporté une sorte de victoire sur le djihad en éliminant une dizaine de ses dirigeants opérationnels et en réussissant aux grandes victoires, à éviter justement que le Hamas n'entre dans cette mini-guerre. Alors, est-ce que c'est votre avis ? Finalement, on a une espèce de pion tactique qui a été avancé par Israël, mais dans le meilleur des cas, donc ce serait entre 4 guillemets une victoire tactique, mais Israël ne semble pas du tout, c'est ce que vous disiez, Ilan, avoir de plan stratégique à moyen ou court terme pour tenter de résoudre ce problème. On est dans du coup par coup tactique dans le meilleur des cas, conjoncturel, et pas dans une prise en charge du dossier Ephraim. Et on a l'impression qu'on vit un sinus. En fait, il y a des hauts et des bas, et à chaque fois on fait une opération qui est toujours limitée. Je me rappelle juste avant le Shomer HaChomot, on a interviewé Reshet Bet, et j'ai dit tout de suite au départ, c'est clair que dans quelques jours ça va s'arrêter. Parce que c'est la politique israélienne, c'est la volonté de rééquilibrer. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça ne va pas être un sinus régulier. Pourquoi ? Parce que on forme les enfants qui vivent à Gaza à la haine des Juifs, à l'antisémitisme, à la guerre, à la violence, à la shohada, au fait de vouloir mourir pour défendre ce territoire qui est le Dar el-Islam, peu importe si c'est l'implantation de Ofra ou l'implantation de Tel Aviv. Aucune différence pour le Hamas à l'intérieur de la ligne verte. Parce que le Hamas ne reconnaît pas Israël dans ses frontières d'avant. En aucune manière. Et c'est pas possible. C'est contraire à l'islam, comme ils le comprennent, qui est l'islam orthodoxe classique, comme il a toujours été enseigné. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse se former, contrairement aux accords d'Oslo, où ils se sont engagés, les Palestiniens se sont engagés à ne pas enseigner la haine. Les rapports de Impact le prouvent, on enseigne la haine, on forme les enfants à la haine, et deuxièmement, on laisse se développer un armement énorme, tant du Hamas que du djihad islamique. Sahi Hanegbi, cette année, au mois de mai, a estimé à 6 000 le nombre de roquettes et missiles du djihad islamique, à 25 000 celui du Hamas, qui sont de plus en plus précis. La semaine dernière, ils ont tiré des missiles en développement vers la mer, on les laisse faire. Donc on va vers des guerres qui seront de plus en plus meurtrière et surtout avec le risque d'une guerre qui viendra et du Liban et d'Iran et de la bande de Gaza en même temps. Une guerre sur plusieurs fronts qui serait un cauchemar. Donc en fait, il y a une sorte d'aveuglement volontaire des élites israéliennes. Alors justement, non, mais là je ne suis pas du tout en désaccord sur les faits. C'est depuis toujours que dans la population palestinienne, il y a cette haine et cette incitation. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas lié aux accords d'Oslo, ça a toujours été la politique, je dirais, éducative chez les Palestiniens. Et quant aux faits eux-mêmes, il n'y a pas de contestation.
Mais les moyens employés, à savoir la liquidation des têtes du mouvement terroriste et des opérations ponctuelles qui se terminent et on revient à la maison, n'ont manifestement rien donné, mais c'est ce qui nous est annoncé. Par la suite, on va liquider encore quelques têtes importantes. On va faire une opération militaire dans pas très longtemps. Et ma critique n'est pas sur l'analyse de fond des moyens et de leur volonté de détruire Israël, etc. C'est pas là-dessus qu'est la controverse. La controverse, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir. J'allais justement et je poser la suis question. De ceux qui n'acceptent pas la réponse. On va continuer comme ça indéfiniment. Voilà. Alors, écoute, après, on peut discuter. Je suis d'accord absolument aussi avec ça. On peut discuter des solutions. Et c'est là que certainement je me différencierai de notre ami, dans la mesure où je pense qu'il y a un problème palestinien qui concerne les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, et que c'est non pas l'Iran et non pas le nombre de missiles chez le Hezbollah, etc. C'est le problème fondamental de l'État d'Israël de trouver les moyens qui permettront de vivre avec les Palestiniens d'une façon qui est vivable pour les deux parties, c'est-à-dire dans une forme de coexistence entre les deux. La droite israélienne pense que ce n'est pas possible, pense que les Palestiniens sont en quelque sorte condamnés à noyir pour l'éternité et qu'il n'y a que les moyens de force qui amènent à une solution. Et je suis de ceux qui pensent que non, qu'il faut relancer d'une certaine façon, d'une façon intelligente, le processus de paix avec les Palestiniens qui acceptent de discuter avec nous, et qu'il faut penser en termes de solution du problème palestinien dans l'avenir. Alors justement, à quoi vous attribuez ce manque de vision stratégique et d'absence de plan stratégique? On a avancé de temps en temps, aussi bien par rapport aux intifadas en Judée et Samarie, on avait avancé la nécessité de solutions socio-économiques, par exemple la construction d'un port, un grand port commercial à Gaza, l'ouverture totale des frontières avec Israël, comme des solutions donc socio-économiques qui pourraient être envisagées pour faire descendre les tensions. Mais la question qui se pose et qui rebondit sur, j'allais dire non pas en contre, mais en questionnement par rapport à ce qu'a dit Ilan, c'est que comment on peut négocier ne serait-ce que des mesures partielles socio-économiques avec un gouvernement du Hamas qui gouverne à Gaza donc depuis 2007, alors qu'il ne reconnaît pas l'existence d'Israël, y compris dans ses limites d'avant 67. C'est un sujet qu'on prend par la tête et qui se transforme par la queue. On n'arrive pas très bien à savoir comment débloquer ça. Oui, il y a toujours ce rêve que si on appelait ça à l'époque, déjà dans les années 70, dans les années 80, avec Villa Volvo, ça s'appelait les 2 V. Si on donnait une villa et une Volvo à chaque Palestinien, on résoudrait le problème. C'est une méconnaissance ou une non-volonté de connaître la nature du conflit aux yeux de l'islam et des musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'imagine, on se fait un imaginaire et on trouve des solutions dans cet imaginaire. Dans la réalité, eux, ce qu'ils disent, c'est un combat religieux, c'est un combat défensif. Quand un terroriste du Hamas se fait sauter dans un autobus israélien, ça s'appelle djihad al-himaya. C'est un djihad de défense. Pourquoi ? Parce que nous occupons une terre d'islam. Et nous, juifs, devrons être soumis. Nous devons être des dhimmis. Et en plus, on domine des musulmans en Israël. Donc, tant qu'on est face à une conception qui est de ce type, toute solution économique est vouée à l'échec. On parle souvent de la bande de Gaza comme, avec la densité de population, la 3e au monde. On oublie de dire qui sont les 2 premiers. Monaco et Singapour. Singapour, PIB par tête d'habitant, $70 000. La bande de Gaza, Judée-Samarie, $3 500. Taux de chômage à Singapour, 2%. Taux de chômage à Gaza, 50%. Pourquoi ? Parce que le Hamas prend l'argent pour 2 buts principaux. Armement contre Israël et corruption. Corruption, pour eux, il suffit de connaître le quartier de Rimal, où ils ont leur
villas avec leur piscine privée. La bureaucratie du Hamas. Le Conseil islamique de Najaf, en Irak, maintenant, vient d'émettre une fatwa, personne ne l'a publié en Israël, je ne sais pas pourquoi, disant qu'il est interdit de faire des dons au Hamas. Interdit de faire des dons parce qu'ils exploitent et ils violent les droits de base de leur population. C'est nous, Israël, les responsables. Ouais. Nous avons mis au pouvoir des gens qui maltraitent et oppriment leur population. Bon. C'est un scandale. Un mot là-dessus. D'abord, encore une fois, on parle des faits qui sont incontestables. Mais la vraie question d'Israël, c'est de penser l'avenir. Parce que ces faits sont connus. Les terroristes, d'ailleurs, c'est pas ces terroristes-là seulement, et c'est pas seulement lié au djihad, parce que les terroristes ailleurs se ressemblent aussi largement. Mais simplement, il y a un moment donné, et là, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de leadership en Israël, où les gens doivent s'asseoir, discuter, réfléchir et trouver des solutions imaginatives pour l'avenir des relations entre les deux peuples, entre Israéliens et Palestiniens. C'est une question de quel est le plan, quel est le projet. Parce que, Dr Herrera sera d'accord avec moi, que répéter ces données que tout le monde connaît, et d'ailleurs sur lesquelles les gens sont d'accord, il n'y a personne qui dit les djihadistes ne veulent pas détruire Israël. Et donc, c'est cette histoire de projet. Or, malheureusement, et c'est pas une question de gouvernement de gauche ou de droite, il n'y a pas eu de réflexion réelle sur la façon de résoudre ces projets. Si je vous disais que dans les années 60, à la fin des années 70, en tant qu'officier de l'armée d'Israël, j'ai gardé Gaza, la ville de Gaza, avec 50 soldats, vous me croirez? À la fin des années 70. À la fin des années 70, j'ai gardé personnellement comme officier Gaza avec 50 soldats. Comment c'était possible? Il y a eu un général qui s'appelait David Maïmon, d'origine yéménite, qui était le Moshel, donc celui qui était responsable de la bande de Gaza, responsable militaire. Quand il est arrivé à Gaza, on lui a dit, vous savez, il y a des attentats, on peut rien faire, alors il faut à peu près gérer, et puis c'est tout, et avec les sinus dont on a parlé. Il a dit non, j'ai reçu des galons, alors je dois les honorer, et je vais résoudre le problème. Il a écrit un tout petit livre qui s'appelle « La terror chez Nutzach », le terrorisme qui a été vaincu, et il l'a fait. Il l'a fait comment? Avec un système différentiel. Toute personne dans la population qui était prête à vivre avec nous de manière positive, il l'a soutenue. Il les a aidés, il a favorisé les bus qui pouvaient arriver. Je les ai gardés à la gare de Gaza, en bas de la rue Nasser, là-bas. C'était par dizaines de milliers qui partaient. Et par contre, une guerre sans pitié avec les terroristes. Il les liquidait de manière précise. Ça a pris moins d'1 an et il a réussi. Aujourd'hui, il faut absolument trouver une anaga, des dirigeants dans la bande de Gaza qui seraient prêts à ça. Mais comment ça pourrait venir? Si ça vient de nous, on ne peut pas rentrer à Gaza et ils ne seront pas acceptés. Alors, comment ça marche? De manière différentielle. Celui qui est contre Israël, il peut pas être au pouvoir. Et cette fausse idée de dire que l'alternative sera quelqu'un de pire, alors ça bloque tout. Et en plus, il y a cette idée de ne pas vouloir comprendre que si on n'arrête pas cette éducation, et on peut faire pression, Impact a réussi. Beaucoup de pays européens ont arrêté leur financement. L'UNRWA commence à arrêter le financement de la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'il y a une crise. Sinon, l'alternative, elle commence à se dessiner. L'alternative, c'est les Gazaouis veulent quitter la bande de Gaza. Des dizaines de milliers déjà l'ont fait. Il n'y a pas de sondage parce que c'est Gaza. Il y a quand même 2 millions de personnes. Oui, mais si jamais on leur ouvrait les portes, ils partiraient en masse. Alors ça, c'est pas une solution. Mais c'est un fait. Mais c'est un fait. Comme vous dites, ce n'est pas une solution. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis la seule solution. Quant à la question de l'incitation et à la haine, etc., que nous connaissons, je suis plus sceptique quant à la possibilité d'arrêter cela parce que c'est une donnée je dirais presque fondamentale de tout ce conflit. Culturel, presque. Et presque culturel, c'est vrai. Et donc, c'est un peu une illusion de penser qu'on arrivera à ce que dans les livres que les enfants palestiniens lisent, il y ait une relation correcte à l'égard d'Israël. Il commence déjà à y avoir à Gaza des mouvements sous le titre de Khatfou et Aja. Ils ont kidnappé Gaza, qui s'opposent
au Hamas. gouvernement du Hamas. Ça commence à venir de la base. C'est-à-dire qu'il y a un grassroots, un phénomène de base dans Gaza que le Hamas réprime. Et nous, on n'aide pas ces personnes qui sont réprimées par le Hamas. On gère de manière... On pourrait gérer ça de manière intelligente. Et comment est-ce que vous les aidez? C'est pas maintenant au micro en 2 minutes qu'on peut faire ça, mais il peut y avoir une stratégie qui est indirecte, parce que si c'est direct, ça ne marchera pas. Là où je rejoins le docteur Herrera, c'est que c'est dans le mot stratégie, c'est-à-dire ce qui manque de la part du leadership israélien, des leaderships israéliens, c'est une pensée, une réflexion, un projet, une stratégie. Et malheureusement, ça n'existe pas. Alors comme on arrive au terme de l'émission, il nous reste maximum 2 minutes et demie, je voudrais poser une dernière question un peu de bilan provisoire, parce que on a fait l'exposé des blocages, mais sans aller plus loin. D'ailleurs, si c'était si facile, il faudrait... pas seulement 20 minutes d'émission, mais pour éviter qu'Israël traîne ce boulet encore pendant longtemps, donc il y a la nécessité d'une révision stratégique et d'un brainstorming, on pourrait dire du leadership, à la fois politique et militaire, pour arrêter une stratégie. Mais est-ce que l'un des obstacles, qui a d'ailleurs été souvent invoqué et dans les médias et par les gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est que aujourd'hui le mouvement national palestinien est divisé en deux, entre donc le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne, le Fatah à Ramallah, et il y a comme planant en tant que facteur de blocage pour éviter justement d'avoir une stratégie plus claire, l'idée que il faut pas renverser le Hamas de Gaza, parce que ça pourrait aussi entraîner l'instabilité en Judée-Samarie et à Ramallah, et donc là aussi il y a une espèce de crainte qui fait qu'on n'arrive pas à avancer un seul pion. Alors par quoi il faudrait commencer? Moi je pense qu'il faut retourner à la base des valeurs d'Israël, qui sont les bases de la morale. On a mis une dictature en place en Judée-Samarie avec Abou Mazen, qui n'est pas réélu. On l'a mis comme dictature en place, corrompue, et avec ce financement, alors on arrive à gérer la situation en Judée-Samarie. On a mis en place une dictature dans la bande de Gaza. C'est complètement immoral. Ça a été fait de manière sciemment faite, peut-être sans bien percevoir les conséquences. Ça, c'est impossible. Tant qu'on ne retourne pas à une morale de base. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut se mesurer au phénomène religieux et en discuter. Or, aujourd'hui, les dirigeants israéliens sont, je m'excuse, analphabètes du domaine. Analphabètes du domaine, je l'ai expérimenté dans beaucoup de conférences que j'ai données. Ils ne connaissent pas les bases du djihad. Tant qu'on ne connaît pas les conceptions de l'ennemi, on ne peut pas s'y mesurer vraiment. Et alors, on va gagner des batailles, on ne gagnera jamais la guerre. Ilan, Non, je pense qu'il faut un peu s'éloigner des aspects purement pratiques, militaires, etc., et avoir une réflexion d'ensemble. Il y a, depuis la création de l'État d'Israël, un problème israélo-palestinien, et il faut rechercher ce qui est l'intérêt de l'État d'Israël. L'intérêt de l'État d'Israël, c'est de résoudre ce problème. C'est pas par amour des Arabes ou des Palestiniens, c'est simplement l'intérêt dans l'avenir d'Israël de trouver un modus vivendi qui permette une coexistence pacifique. Et celle-ci ne viendra pas sans une réflexion fondamentale, une réflexion de base sur cette... à mon avis, c'est plus un problème juif, et dont la solution est le problème palestinien qui a été inventé de toutes pièces pour justement se débarrasser du problème juif et de l'État juif ici, en très grande ligne. Puisqu'on est d'accord sur certains points, on va quand même terminer sur un désaccord. Non, je ne pense pas que le problème palestinien ait été inventé de toutes pièces. Il y a un problème fondamental lié à ces deux peuples, et si on constate que beaucoup de conflits internationaux et de conflits graves dans l'histoire ont été résolus, on doit pouvoir penser que ce conflit sera également résolu un jour. On se débarrassera de deux boulets, le conflit palestinien, et puis de notre incapacité à pouvoir le gérer et le solutionner. En tout cas, je vous remercie, messieurs, du temps que vous avez consacré, et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour notre prochain magazine.